Bonjour à tous, chers auditeurs. Élise Léal au micro pour un nouveau numéro d'Ardèche, etc. Votre magazine entre débats de société et portraits de passionnés qui font bouger les lignes et les territoires en Ardèche et ailleurs. Cet homme-là a réussi à marier ses deux passions, entre autres, la radio et la nature. Il en a fait son métier, insolite et rare, de preneur de sons animaliers, spécialisé dans le chant des oiseaux. Avec sa compagne Sylvie, il a fondé en 2003 le Studio des Trois Becs, une maison d'édition spécialisée dans les livres sonores pour donner à entendre et aimer le peuple animal. Aujourd'hui, il est supposé être à la retraite, mais continue à faire rien que des trucs qui me plaisent, comme il le dit lui-même. À l'occasion du nouvel opus de Studio des Trois Becs, les 4 saisons des oiseaux chantent et crient au fil des mois, je vous invite à une rencontre avec... Pierre Palanga. Un petit métier ? J'en ai plusieurs. J'en ai plein des métiers, alors c'est un peu compliqué. Il faut dire, Pierre, que votre parcours a été plutôt sinueux. Oui, je ne sais pas si je vous raconte ma vie ou pas. Un petit peu, allez-y, un petit peu. C'est un peu les hasards de la vie. Au départ, il y a très longtemps, j'étais chauffeur de camion. Chauffeur poids lourd, nature, du coup. Mais j'aimais bien conduire des camions. Ouais. Ça me dérangeait pas. C'est un métier où on était libre à l'époque. Il n'y avait pas encore de téléphone portable, il n'y avait pas de puce cachée dans le camion où le patron sait à chaque instant où est le camion, qu'est-ce que tu fais. Alors maintenant on téléphone, qu'est-ce que tu fous, je vois que t'es arrêté, tout ça. Voilà. Bon, à l'époque c'était peinard et j'aimais bien et ça me dérangeait pas du tout. Et puis j'écoutais la radio. Et puis c'était l'année 80, ça fait déjà un petit bail. Et en 81, Mitterrand arrive au pouvoir et libère les ondes. C'était une de ses premières lois de supprimer le monopole de l'audiovisuel. Et donc là, on fleurit des tas de radios dites libres à l'époque. Et sans trop savoir pourquoi, j'ai foncé là-dedans. J'aimais bien la radio, j'aimais toujours écouter la radio et je me suis dit, tiens, faire de la radio, allez, alors je suis allé là, j'ai tout de suite été embauché, me voilà, c'est parti, je travaillais dans la radio. Donc, du coup, vous avez travaillé quand même pendant 20 ans à Radio France Drôme, oui. Et là, vous avez fait tous les métiers du son, en fait. Disons que dans ces radios locales, il faut un peu savoir tout faire. Parce qu'on n'a pas d'assistant, on a moins de monde qu'à Paris, à France Inter ou à France Culture. Donc il faut savoir tout faire. Et j'ai appris comme ça plein de métiers sans vraiment m'en rendre compte. C'était l'évidence dans le travail, de faire des belles réalisations. Et entre nous, pour blaguer, on disait « ouais, qualité Radio France », ça voulait dire le mieux qu'on peut, mais vraiment le mieux qu'on peut. Et on recommence tant que c'est pas parfait. Alors ça devient une habitude après la recherche du truc vraiment parfait. Et du coup, quand même, déjà, l'envie de faire une émission sur la nature ou oui, d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, ouais. Ouais, je voulais faire La Hulotte. Peut-être parmi vos auditeurs, il y en a qui connaissent cette petite revue naturaliste qui est géniale. Très connue, oui. Ouais, génial. Formidable. Et je suis lecteur de La Hulotte depuis le numéro 1, quoi. Et ça fait 35 ou 40 ans aussi que ça existe. Et pour ceux qui ne connaissent pas, La Hulotte, c'est une petite revue faite à la main, dessinée. Une seule personne, je crois. Une seule personne, Pierre Déhomme. Et qui fait les dessins, qui fait les textes et qui fait tout, et qui mélange très bien l'humour. À chaque fois, on rigole. Mais la qualité scientifique est vraiment de haute gamme. Tout est parfait. Et j'avais envie de faire ça en radio, c'est-à-dire être très bon scientifiquement, mais en même temps, il ne faut pas se prendre la tête. On peut rigoler aussi. Et vous avez quand même un directeur qui vous a dit « Vous n'allez quand même pas nous faire écouter des chants d'oiseaux, Pierre ». Oui, ça a commencé comme ça, oui. Et du coup, vous avez dit « si, chiche ». Oui, c'était un piège. Hein. Si j'avais dit « Oh, non », le gars aurait dit « Bon, il se dégonfle, nous, on veut des mecs qui en veulent ». Voilà, mais tout ça, c'est du vieux souvenir. On parle des années 80, là. Et là, du coup, vous démarrez avec des émissions sur la nature. Sur la nature, d'accord. En plein, avec tous les copains naturalistes de Drôme-Ardèche venaient au micro, etc. Ça a duré quelques années, mais j'ai pas fait que ça, heureusement. Hein. En 20 ans, j'ai fait un peu tout, quoi. Du matin au soir de la radio, hein. Et puis, il y a un moment, vous vous dites avec Sylvie que vous allez créer quelque chose ? Non, à un moment, au bout de 15 ans de boîte à Radio France, je vois une annonce dans un journal écolo, je ne me souviens plus lequel. C'était les éditions Citel. À l'époque, ça me parlait, parce que Citel, c'était le plus gros éditeur de disques animaliers d'Europe.
tous les disques d'animaux, d'oiseaux, c'était Citel. Les éditions Citel cherchent collaborateurs pour expédition, etc. Ding! Une prise de son animalière, je me vois déjà en Amazonie à courir les perroquets, etc. Je contacte la boîte, on se rencontre, je suis embauché immédiatement. Parce que le gars, il voit que ça fait 15 ans que je bosse à Radio France, je connais les micros, je connais la réalisation, je connais le mixage, je sais déjà faire tout ça. Donc, me voilà parti dans le son animalier. Sauf qu'il n'y avait pas trop d'expéditions, d'ailleurs, il n'y en avait pas du tout, mais il y avait de la réalisation. Il y avait beaucoup de travail de réalisation de disques, et je suis devenu d'abord réalisateur de disques animaliers, et puis en même temps, j'ai acheté ma première parabole, et j'ai commencé à m'amuser à enregistrer les oiseaux. Et à l'époque, j'y connaissais quasiment rien. J'enregistrais les oiseaux sans savoir qui j'enregistrais. D'accord. Et c'est après, à la maison, que je me disais, ça c'est bien, mais alors qu'est-ce que ça peut être, quoi? Alors je faisais écouter à des gens plus balèzes que moi à l'époque, où je cherchais dans des dictionnaires de chants d'oiseaux. Et en fait, c'était tout bête, mais je n'y connaissais rien quand j'ai commencé. Et au bout d'un moment, vous vous dites, il faudrait que j'en fasse quelque chose de ces sons-là? Oui, au bout de 4 ou 5 ans où j'ai fait réalisateur, preneur de son, je commençais... la prise de son, c'est un peu particulier parce qu'on travaille bien pendant 3-4 mois de l'année. C'est au printemps que ça chante, les oiseaux, puis c'est surtout les oiseaux qui sont intéressants, enfin, à mes yeux ou à mes oreilles. Et donc, c'est fragmenté. L'année, il y a le printemps, il faut bosser, il faut se lever très tôt, il faut courir à la campagne. Et puis le reste de l'année, il y a beaucoup moins de choses intéressantes, même s'il y a toujours des petites bricoles. Mais alors au bout de 4 ou 5 printemps, je commençais à m'y connaître un petit peu. Et puis je m'entendais plus du tout avec la maison Radio France, j'en avais marre. Et je me suis dit, tiens, d'ailleurs ça s'est terminé à Radio France, et qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai commencé à avoir une petite sonothèque? Ma compagne est comédienne, et elle avait envie aussi qu'on fasse un truc dans l'audio, quoi. Et on s'est tout de suite dit, c'est plutôt Sylvie qui m'a dit, mais on va monter une maison d'édition. Et cette idée-là me serait pas venue tout seul, hein, je le voyais pas, quoi. Et aussitôt dit, aussitôt fait, on a monté le studio Les Trois Becs et on a commencé à faire des disques animaliers. Le premier, il s'appelait Concert naturel de la Drôme. Et on fait un disque, un petit disque ou un petit CD. Et puis on est allé le vendre une fois à la fête dans le village de Soux, dans la Drôme, vers Cray. La fête de je ne sais plus quoi, du Picodon, je crois. On avait notre petite table avec un seul disque dessus. Un disque, il faut bien commencer. Et le soir, on en avait vendu 50 peut-être. Alors, dans la voiture, en rentrant... Très beau résultat. Vendre 50 disques en une après-midi, c'était quand même formidable. Et au retour, je gambergeais, je me disais, mais si on en avait eu 2, on en a un, si on en avait eu 3, oui, c'est pas comme ça que ça se passe, hein, mais... Et on en a fait un deuxième, Concert naturel de l'Ardèche. Après, c'est bien, c'est intéressant. Puis moi, ça me plaisait de plus en plus, la prise de son. On a enchaîné avec l'Isère, ça nous changeait un peu, ça me changeait avec la montagne. Et puis un autre climat. Et puis en même temps, on a commencé les disques pour enfants, c'est l'autre volet de notre activité. Oui, avec des histoires que vous écrivez. Ouais. Et que Sylvie scénarise. Oui, et qui bien sont sûr. par des comédiens. Là, on a un avion, hein, mais c'est pas grave parce qu'on est dehors. Il faut dire qu'on est à l'extérieur pour écouter les chants des oiseaux. On est en jardin. Il y a un petit avion. Bon, on va le laisser passer. Et puis, je pense pas que ça gêne plus que ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, on s'est mis dans le disque pour enfants avec des histoires, des chansons, parce qu'il se trouve que je suis musicien depuis enfant, on va dire, et que j'aime écrire des chansons. Donc là, fallait inventer des histoires, surtout les faire jouer par des comédiens, faire du théâtre sonore. Comme à la radio, quand j'étais gamin, les anciens vont peut-être s'en souvenir, il y avait une émission qui me passionnait, qui s'appelait Les Maîtres du Mystère. Et on appelait ça à Radio France des dramatiques, même si c'est pas dramatique. Mais joué par des comédiens qui tiennent en haleine. Et en plus, c'était des très bons comédiens, c'était les gars de la Comédie Française qui déboulaient à la maison de la radio. Et il y avait des bruiteurs, il y avait le métier de bruiteur, c'était extraordinaire. Et on s'y croyait complètement, du cinéma sonore. Et moi, je voulais faire ça. Donc on s'est bien entendu pour faire ça. Et on est devenu, alors en s'amusant, bruiteur. Moi j'écris les musiques, Sylvie fait le scénario, l'histoire, etc. Et ça a pas mal marché. Peut-être parce que je suis très travailleur et que tant que c'est pas nickel, c'est pas fini. Quitte à tout refaire.
Mais bon, après, parce que c'est vrai que quand on fait des livres ou des disques, on ne peut pas revenir en arrière. Une fois que c'est imprimé, qu'il y en a 1000, il est trop tard. Il faut les vendre. Et alors du coup, dans le studio des Trois Becs, vous êtes censé, donc j'insiste un petit peu sur le mot censé être à la retraite. Oui, ça fait quelques années même. Mais mais mon métier étant d'enregistrer les oiseaux et d'écrire des chansons, si je m'arrête, je suis mort. C'est un vrai passe-temps sympa d'écrire des chansons. Donc du coup, bruitage, sonorisation, production, c'est tout Pierre. Ça, c'est des trucs d'enfant. Voilà. Et le bruitage, imaginez-vous, par exemple, on devait mettre en onde une bataille à l'intérieur d'une fourmilière, une bagarre. Ah oui. Alors notre petit héros était devenu aussi gros qu'une fourmi et il se retrouve perdu dans une fourmilière, toutes les fourmis lui courent après avec de mauvaises intentions, donc il faut qu'il sorte vite, où est la sortie. Et donc qu'est-ce qu'on fait comme bruitage là ? Une armée de fourmis qui vous court après dans les galeries d'une fourmilière. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors on a sorti à peu près tous les petits objets qu'il y a dans les tiroirs de la cuisine. Chez vous, comme chez moi, des casse-noix, des râpettes à fromage, des clics-clics, des ciseaux, toutes sortes de petits objets. En fait, les pinces des fourmis qu'on imaginait, c'était des paires de ciseaux. Des tas de petits fouets, de machins, de choses qu'il faut essayer. Dire, c'est pas mal ça. Cric, 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 cric. Ah oui. Et puis voilà, les bruits de pas de fourmis. Enfin bon, voilà, ça demande un peu d'imagination. Et c'est très amusant quand on fait ça. On est comme des mômes. J'ai l'impression que la dimension jeu, elle a quand même été extrêmement importante dans votre parcours. Oui, il faut s'amuser. Bon, sérieusement, on fait des choses sérieuses, mais en s'amusant. Bien sûr. D'accord. Aujourd'hui, le studio des Trois Becs, le catalogue, qu'est-ce que ça représente ? 15 ou 20 disques peut-être. 15 ou 20, c'est un rythme de 1 tous les... Tous les 2 ans. C'est un peu, ça dépend des disques. Pour les disques pour enfants, comme c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a un livre avec. Oui. Donc on a dit, il y a une histoire qui dure 20 minutes à une demi-heure, jouée par des comédiens, très bien réalisés. Bon, déjà, ça c'est un beau boulot. Ensuite, il y a 12 chansons. Il faut quand même les écrire, déjà. Et 12 chansons, ça en fait. Par vous, on est bien d'accord. Oui, musique et les textes. Alors ça me prend un peu de temps. Ensuite, il faut faire chanter les chansons par des enfants, parce qu'on veut toujours que ce soit des enfants qui chantent les chansons. Comme on s'adresse aux petits-enfants, ce sont des disques pour les petits-enfants. Et c'est tellement plus sympa quand c'est des petits-enfants qui chantent. Parce que moi, je chante pas trop mal, je suis chanteur aussi, mais j'ai une voix de grand-père. Ça va pas du tout, ça le fait pas. Quand c'est des petits-enfants de 6-7 ans, mais rien que de les entendre, on a le sourire, c'est plaisant. Et du coup, c'est des enfants en chorale ? Oui, c'est des enfants normalement qui apprennent à chanter dans des écoles de chant ou des chorales, donc ils savent déjà à peu près chanter, mais il faut qu'ils bossent quand même quelques mois pour réussir à sortir ces chansons. Et donc il y a ça. Ensuite, après, il y a une partie documentaire sur les animaux de l'histoire, parce que ce sont toujours des histoires d'animaux. Et là, c'est relativement simple pour moi, parce que je suis un peu armé avec ça, avec les sons d'animaux. Et puis voilà, après, il y a encore les versions instrumentales des chansons pour pouvoir les chanter dans les écoles, dans les maisons. Et plus un bouquin à inventer, à faire travailler un illustrateur, à faire les textes, etc. Donc on met 1 an et demi à peu près à en faire un. D'accord. De l'idée entre l'idée à la fin, il faut 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. Et alors, je voudrais dire un petit mot quand même sur les illustrations de votre dernier ouvrage, Les 4 saisons des oiseaux. Donc, parlez-nous un petit peu de l'illustratrice qui a fait un boulot magnifique. Oui, c'est très beau, j'allais dire comme d'habitude. Non, mais on s'applique à faire des très beaux objets. Alors, s'il était moche, c'est ça qui m'étonnerait. Non, là, on a trouvé une super illustratrice. Maud Briand, je donne son nom parce qu'elle a vraiment fait un magnifique travail sur à la fois le coloris, la mise en situation. Puis elle connaît les oiseaux, c'est une ornitho-peintre. D'accord, on voit que c'est vraiment quelqu'un qui... C'est très vivant. C'est très vivant, c'est tout à fait ça. Le studio a quand même acquis une belle réputation et une belle légitimité, puisque vous travaillez avec les parcs naturels, les maisons de la nature, mais aussi des scientifiques naturalistes sur commande, ce que j'ai appris, et aussi parfois pour le cinéma. Oui, quand on travaille dans le son professionnel, dans le son animalier en particulier, il y a quand même quelques petits débouchés qui peuvent se présenter. Déjà le cinéma. C'est une des rares choses que j'ai pas fait vraiment un grand film, le bruitage de tout un film. Pourtant, quand on regarde des films, parfois, la bande-son animalière est vraiment mauvaise. Les animaux, les oiseaux, pas crédible. Alors, dès qu'il fait nuit, on met une hulotte. Ça fait peur. Et puis, on est en plein jour. Le gars, il y connaît rien. Alors, il prend un 10 d'oiseaux. Il dit, hop, ça, c'est joli. On est en forêt, on entend une alouette. Enfin, des non-sens, quoi.
Donc là, il y a du boulot. Et puis souvent, les musées de la nature, les maisons de la nature ont besoin de son à l'intérieur de leur, pour des expos, de leur expo, etc. Les expos immersifs. Et donc, là, il y a du boulot aussi, un petit peu. Et puis, je travaille des fois aussi pour d'autres éditeurs, à faire d'autres... Enfin, voilà, on n'est pas nombreux en France à être un peu balèze en chant d'oiseau et en prise de son et en réalisation. Donc, on est peut-être 3. En France? Ouais. Ok. Ouais. Donc, on a vite fait le tour. Hein. C'est un marché qui se développe? L'activité va bien? J'en sais rien. Ça vous intéresse pas de savoir? Non, tant qu'on a un peu de boulot, j'en cherche pas plus. Surtout que moi, je me cache pour pas trouver de travail. Hein. Non, mais vraiment. Hein, Ah bon, c'est des bons soucis, ça. Ouais, bah oui, non, parce que sinon, je verrai pas le jour. Hein. Alors, Pierre, on va faire une pause musicale. Oui. Et là, on est en mai. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter? Alors, en mai, on peut mettre n'importe quels oiseaux, tout le monde chante. Tout le monde chante. Ah ouais, je vous laisse choisir. Allez, on part pour une petite pause musicale, on se retrouve dans quelques minutes. Alors, retour en studio avec Pierre Palanga. Dites-nous, Pierre, qu'est-ce qu'on a écouté là? C'était magnifique. Rossignol. Le rossignol, c'est un oiseau complètement fou. En ce moment, il chante, je l'ai chronométré une fois 16 heures par jour de chant. Ah, le mâle uniquement? Ouais, bien sûr. Alors chez les oiseaux, c'est les mâles qui chantent. Hein. Oui. D'accord. Les femelles écoutent? Oui. Critiquent? Oui. Choisissent le meilleur chanteur? Exactement. Voilà, j'ai rien à vous apprendre. Non, c'est les mâles qui chantent. Et là, donc, lui, c'est un fou du chant. On ne sait pas comment il dort, comment il peut se nourrir, parce que, en plus, chanter, c'est une activité physique qui demande beaucoup d'énergie. Imaginez-vous devoir chanter à pleine voix, à pleine gorge, pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 10 heures. On l'entend à plus d'1 kilomètre. Oui, en plus, alors que c'est un tout petit oiseau. Hein. Alors c'est un oiseau qui a de particulier qu'on ne le voit pratiquement jamais. C'est un timide, il vit dans les buissons, dans les taillis bien épais, il ne sort pas de là. Hein. Mais alors, on sait qu'il est là. Hein. C'est un vrai bonheur quand on a un de ces oiseaux près de ses fenêtres la nuit. Parce que c'est vrai qu'il chante toute la nuit. Et il chante encore le jour. Et il chante encore le jour. Oui, il n'arrête pas. Alors, vous avez un matériel qui est très spécifique à la prise de son. Est-ce que vous pouvez, Pierre Palanga, nous expliquer comment vous travaillez? Comment un preneur de son animalier travaille? Avec quel matériel? À quels horaires? Quelle période? Le matériel, c'est vite fait. C'est du matériel spécial pour les oiseaux. C'est un très bon micro qui est entouré d'une parabole qui fait dans les 60 cm de diamètre, on va dire à la taille d'un couvercle de poubelle. C'est déjà un peu gros, et c'est une jolie parabole. Et tous les sons qui touchent la parabole sont renvoyés vers le micro. Ils sont concentrés. Ouais, ça nous donne une très belle image d'un oiseau, une image sonore d'un oiseau qui chante à 20 mètres, par exemple. D'accord. Mais on l'a en gros plan, hein, vraiment en gros plan. C'est une sorte de téléobjectif en photo, c'est facile à imaginer, on connaît mieux ça, quoi. Et sinon, alors, une fois qu'on a ce matériel, il faut apprendre à s'en servir, mais c'est pas très compliqué. Il faut un bon enregistreur, mais aujourd'hui, on trouve des bons enregistreurs un peu partout. Et sinon, il faut se lever tôt. C'est le seul problème de ce métier. Hein. Vous me disiez, la meilleure heure, c'est entre 4h et 7h du matin. Oh ouais. C'est parce que les oiseaux chantent particulièrement fort et longtemps, ou parce qu'il y a moins de sons parasites? Les deux. Les oiseaux sont contents à 5 heures du matin, ils sont en pleine forme, et puis il faut qu'ils commencent à chanter. Bon, c'est leur vie à ce moment-là. Alors ils sont bien reposés, et ça chante énormément. On appelle ça le chœur matinal, où toutes les espèces chantent en même temps. C'est un vrai bazar sonore, quoi. Alors c'est bien d'être là à ce moment-là. De plus, c'est vrai qu'à cette heure-là, les tracteurs sont encore dans les garages, les motos aussi, les bagnoles, les tronçonneuses, tout ce qui peut nous embêter, et les débroussailleuses et le reste. Et en plus, il y a moins d'avions vers 4h, 5h du matin qu'à partir de 7h. Et nous, on est quand même en Rhône-Alpes, et la vallée du Rhône, c'est une grosse voie aérienne.
tous les avions qui viennent du sud, ils repèrent Marseille. Et en plus, ensuite, il y a un grand trait lumineux, c'est la vallée du Rhône, c'est trop pratique, quoi. D'accord. Et donc, à 7 h du matin, il y a tous les vols d'affaires et tout. Bon, on peut rentrer à la maison et on range le matos, quoi. Alors, comment vous faites pour isoler un chant d'oiseaux pour avoir une espèce spécifique, alors que vous me dites que le matin, tout le monde s'en donne à cœur joie? Oui, mais on tombe souvent, pas forcément à ces heures-là, mais on tombe souvent sur un individu seul dans un coin. D'accord. Et puis, au début du printemps, il n'y a pas les migrateurs. Les migrateurs arrivent mi-avril, schématiquement. Donc, entre mars et mi-avril, on a la moitié des oiseaux qu'on a après au printemps. Ils sont beaucoup moins nombreux et du coup, on peut les attraper en solo facilement. Et vous êtes arrivé d'avoir des prises potentiellement magnifiques gâchées par le petit détail qui tue? Ah oui, le détail qui tue et qui fait rire, c'est les grouillements de ventre. Ah voilà. Alors, je vous explique. Il est 4 h du matin, moi je suis arrivé la veille au soir, je suis dans la forêt de Soux, par exemple, j'ai beaucoup de journées là-bas, imaginons. J'arrive avec ma camionnette, je me gare, je passe la nuit dans ma camionnette, je mets le réveil à 4 h, quelque chose comme ça, et avant de partir, soit je bois un verre d'eau, histoire de me rincer un peu, ou un petit café. Dans ma camionnette, il y a tout ce qu'il faut. Et je pars faire mes sons. Et c'est parti. Grouille, 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 grouille. Et le micro est assez sensible. Le micro est extrêmement... Oui. Mais c'est énorme, ça pourrit la prise de son. Quand je réentends ça, je suis écroulé de rire. Parce que juste au moment où l'oiseau il fait sa belle phrase, il chante bien. Alors ça, c'est total raté. Il y a d'autres façons de rater, il y a pas mal de façons de rater, mais celle-là, elle est anecdotique, elle est amusante. Mais moi, ça m'énervait quand même, parce que je savais que j'étais au bon endroit, à la bonne heure. Et cette saloperie de verre d'eau qui me descend dans l'estomac, là, en faisant des grouilles à tous les virages. Sinon, il y a, après la pluie, par exemple, s'il fait un orage dans la nuit, c'est pas la peine de se lever, même s'il pleut plus. Parce que les arbres, ils s'égouttent. Et ce qui reste de pluie sur les feuilles ruisselle de feuille en feuille. Et ça fait des plics, plics, comme plics, un bruit de pluie. Et c'est totalement raté, en fait, parce que la prise de son, elle est jolie, mais il y a des plics qui sont franchement dérangeants. Et puis voilà, je parle pas de l'avion, je parle pas de plein de choses. Et alors, les oiseaux chantent et le castor ronfle, Pierre? Expliquez-nous cette histoire. Il ronfle dans son terrier, ça c'est autre chose. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous avez également du matériel qui vous permet de prendre du son en milieu. Oui, il y a toutes sortes de micros, on peut enregistrer sous l'eau. Sous l'eau. Oui, j'ai fait ça déjà, c'est intéressant. Il y a plein de trucs intéressants sous l'eau. C'est étonnant parce que quand on regarde une mare, elle est, à moins qu'il y ait des grenouilles, mais on n'entend rien du tout, tout est calme. Et on descend le micro sous l'eau, et là, alors c'est incroyable, ça stridule, ça crie-crite, il y en a qui crient, les grenouilles chantent sous l'eau. Sous l'eau. Ouais, elles ont un chant sous l'eau, mais qui ne sort pas de la mare. Il y a des tas d'insectes qui stridulent là-dedans, et l'eau transmet le son mieux que l'air. Oui. Et donc, les insectes stridulent, comme feraient des sauterelles ou des grillons, et ça fait un bruit énorme dans la mare. Et vous disiez, là, la difficulté, c'est d'identifier oui, le seul problème, c'est qu'on ne voit pas. Parce que du coup, il n'y a pas le visuel pour identifier. Mais sinon, oui, on peut enregistrer à peu près tout ce qu'on veut. Les castors, c'est un ami qui m'avait fait rire parce qu'il avait réussi à cacher un micro dans un terrier de castor. Et donc le castor ronfle. Oui, il ronfle. Il ronfle et il pète en plus. Mais vraiment, parce qu'il bouffe des écorces d'arbres toute la journée, et c'est particulièrement indigeste. Enfin, c'est dur à passer, quoi. D'accord. Et puis, c'est amusant parce qu'on a la vie de la famille. On a les petits bébés castors qui couinent pour avoir leur lait. Enfin, c'est mignon comme tout. Mais voilà, on peut avoir des super surprises quand même en prise de son. Oui. Vous travaillez toujours en solo quand vous allez sur le terrain? Oui. Oui. Ah oui, parce qu'il faut être extrêmement discret. Alors, 2 personnes font 2 fois plus de bruit qu'une personne. Ça, c'est... Et il faut aussi, excusez-moi, il faut être vraiment habillé en homme invisible. Autrement dit, donc en vert, en brun, avoir aucune tache de couleur sur les habits, comme souvent il y a un logo. Voilà. Alors, il faut tout masquer. Il faut se déplacer comme un Indien, si on peut dire, c'est-à-dire aucun bruit. Donc c'est une habitude qu'on prend de marcher plutôt au bord du chemin dans l'herbe fraîche que sur le chemin où les cailloux crissent, où il y a des brindilles qui vont casser sous la semelle. Les oiseaux ont une audition qu'on estime, c'est très difficile à savoir, mais on estime qu'ils ont une audition 10 fois meilleure que la nôtre.
10 fois meilleur que l'humain. Oui, oui. Alors, ils entendent beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire que pour eux, une brindille cassée, c'est vraiment le signe qu'il y a quelqu'un. Ouais. Puis ils l'entendent comme un arbre qui tombe. Enfin, comme nous, ce serait un arbre qui tombe. Et ils sont... Enfin, c'est pour leur sécurité. En même temps, ils entendent venir le prédateur, etc. Oui. Et alors, eux, ils entendent tout. C'est difficile de dire qu'ils entendent 10 fois mieux, mais c'est vrai qu'ils ont une ouïe absolument formidable. Par exemple, il y a des oiseaux même le merle noir, qui est très commun, un de ses sports favoris, c'est la chasse au ver de terre. Il adore ça, les lombrics. Et on le voit qui est dans la pelouse, et il regarde le sol, il tourne la tête d'un côté, il la tourne de l'autre, et il lance son bec. Il écoute en fait. Et il attrape le ver. Et il écoute le cheminement du ver de terre sous la terre. C'est incroyable en sensibilité. Ça, c'est étonnant, entendre un ver de terre qui se promène. Et est-ce qu'on sait si c'est un sens qui compense une vue moindre, par exemple? Non, ils ont aussi souvent une très bonne vue. Pas que les rapaces, les oiseaux. Non, les oiseaux ont une très bonne vue. La qualité de la vue dépend de la taille de l'œil. Ça semble peut-être normal, évident, mais par exemple, les rouges-gorges qui sont tout petits, mais qui ont un gros œil noir par rapport à leur petite tête, eux voient très bien à l'aube et au crépuscule dans la pénombre. D'accord. Et parce qu'ils ont ce gros œil qui leur permet de voir clair dans l'obscurité. Et du coup, le rouge-gorge est le premier oiseau à chanter de tous les oiseaux vers 4 heures et quelques. Le premier oiseau qui chante dans la forêt, c'est le rouge-gorgé, parce que lui, il voit clair, donc il n'a pas peur. Et ensuite, il est plus calme en journée. Est-ce qu'on a des passages, chacun plus matinaux? Oui, il y a des oiseaux qui ne se lèvent pas tôt. C'est des braves bêtes pour le preneur de son, mais c'est vrai que la plupart sont extrêmement matinaux. Mais il y en a qui se lèvent tard, comme les chardonnerets, pas avant 7 heures, enfin quasiment. Mais la plupart se lèvent tôt. Les belles choses se passent de très bonne heure. Les qualités, la patience, la discrétion? Il vaut mieux avoir de la patience, oui, parce qu'il y a quelques fois où on sort et on revient avec rien, mais c'est pareil quand on va à la pêche à la ligne. Hein. Oui. On peut revenir bredouille, où il y avait du vent, par exemple, qui souffle dans les micros, qui fait des bruits parasites désagréables. C'est même pas la peine, on rentre à la maison, il commence à pleuvoir, ça va mouiller le matos, ça va mouiller le preneur de son, ça va pas, autant rentrer à la maison. Ou bien le coin est parfait, mais il y a un paysan qui a décidé de labourer son champ à 500 mètres. C'est pas la peine. Voilà, il faut de la patience, et puis de la passion, je pense, parce qu'il faut quelques années de prise de son pour arriver à avoir une petite sonothèque avec un peu tout le monde. Alors, voilà. Vous me disiez, l'oreille s'éduque, plus on écoute, mieux on entend. Mais vous, Pierre, vous avez une idée de combien de chants d'oiseaux vous savez reconnaître? Non. Plus que 100, mais je ne sais pas combien. Je ne sais pas, je ne peux pas dire, parce que déjà j'aurais du mal à en faire la liste, et puis quand on commence à s'y connaître en chant d'oiseaux, plus on s'y connaît et plus c'est facile. Ne serait-ce que par élimination. Si j'entends un chant que je ne connais pas, déjà j'élimine les 100 ou 150 que je connais déjà. Donc ça réduit beaucoup le nombre de possibilités. On réduit avec le moment de la journée, avec le biotope. Avec le biotope, dans une forêt, il n'y aura pas une alouette, dans un champ, il n'y aura pas un troglodyte, évidemment. Plus on s'y connaît, plus c'est facile de les identifier. Puis on reconnaît les tics et les façons de faire propres à chaque espèce d'oiseau. Les fauvettes sont toutes très bavardes. Vraiment, ça blablate en permanence, les fauvettes. C'est très, très amusant pour ça, très, très joli. Et chaque oiseau a un peu sa façon de faire. Alors, c'est pas un problème, J'avais lu, et vous me confirmerez ou pas, Pierre, que a priori les oiseaux d'une même race auraient des dialectes. Ah, bien sûr, les endroits de la Terre où ils vivent. Même pas de la Terre. Dans le département de l'Ardèche, il doit y avoir une quinzaine de dialectes de fauvettes à tête noire, par exemple. Et qu'est-ce qui varie du coup? C'est la vitesse? Souvent c'est la fin de strophe. C'est la fin de strophe. Le chant il peut être acquis ou inné, ça dépend des espèces. La moitié à peu près des petits oiseaux apprennent à chanter en écoutant papa, qui chante souvent près du nid. Donc par imprégnation, les enfants, les petits mâles, ils vont chanter comme papa. Et on peut reconnaître comme ça des lignées, des familles. Par exemple, des familles au sens génétique. Oui, les merles de mon jardin, ils chantent un peu toujours les mêmes chansons. C'est les chansons des merles de mon jardin. Répertoire. Et les enfants, les bébés, comme il y en a pas mal tous les ans, ils chantent comme papa. Donc je retrouve les mêmes chansons. Et j'ai oublié la question en fait qui précédait. C'était sur le fait que les oiseaux d'une même espèce, en fonction de la région, aient ou pas les dialectes des différents. Dialectes ou des patois, oui. Alors, ça, c'est une certitude.
parce qu'on le constate facilement, quand on enregistre un oiseau ici, et si on va à 15 km, on sait que c'est la même espèce, mais c'est pas tout à fait pareil. Même le pinson qui a un chant stéréotypé, j'en entends un au loin là, ça fait ti-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 ti. Et tout le temps, c'est répétitif, c'est assez ennuyeux, mais ils arrivent quand même à placer une petite touche personnelle là-dedans. Ouais, d'accord. Et dans la touche personnelle, il y a la localisation du chanteur. Il est d'où, ce gars? Alors, on le constate, ça c'est une certitude. La bonne question, c'est à quoi ça sert? Parce qu'il y a rarement des trucs inutiles dans la nature. Surtout que vous nous aviez dit que ça consomme beaucoup d'énergie. Chanter, oui. Mais donc, il y a pas mal d'espèces où le mâle qui chante, le chant, c'est un peu sa carte de visite. S'il chante haut et fort, déjà, ça veut dire qu'il est en bonne santé, qu'il est costaud. Donc, il va intéresser les femelles. Donc, il va les intéresser, puis il va défendre mieux le territoire. Et il se trouve, enfin, on n'a sûrement pas le temps de rentrer dans les détails, parce que sinon, je vous en parle pendant des heures, mais les femelles qui sont en couple avec un très bon chanteur ont des plus beaux bébés que si le chanteur est médiocre. C'est incroyable, parce que le chant agit sur le système hormonal de la femelle. D'accord. Et elle fait des plus beaux bébés, plus musculeux, plus costauds, qui seront des dominants plus tard, si elle a un bon chanteur comme partenaire. Vous nous disiez, les femelles ne chantent pas? Oui, elles chantent. Et comment elles communiquent avec leurs petits ou avec c'est les cris, c'est autre chose. C'est les cris, d'accord. Il y a le chant. C'est différent, les cris et le chant. Oui, le chant, c'est les mâles au printemps, ils font les beaux, ils veulent séduire, ils défendent leur territoire. Le but de tous les oiseaux, c'est de se reproduire à ce moment-là. Et sinon, tout le reste de l'année, et même pendant la période des chants, il y a les cris, qui sont le vrai langage des oiseaux. Y compris pour les mâles, qui là ne chantent plus. Si, les mâles crient. Ah oui, mais ils chantent, mais le cri, souvent, c'est un son bref. D'accord. Alors, cri d'alarme, tac, 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 ça c'est alarme, par exemple, et ça n'a rien à voir avec un chant. Alors nous, comme on a des grosses oreilles pas du tout sensibles, on a repéré chez pas mal d'espèces une douzaine de cris différents, qui peuvent être très précis, tout en étant des sons brefs. Par exemple, chez le jet des chênes, qui est un bel oiseau très commun dans les bois. J'entends des étourneaux qui passent, regardez, voilà. Le jet a plusieurs cris d'alarme qu'on a pu différencier, nous, selon que le danger vient du ciel, c'est un épervier, le danger vient de l'arbre, c'est un écureuil, le danger vient du sol, c'est une drôle de bipède dont il faut se méfier. On peut situer l'origine. Et le jet qui crie, il va crier « attention en haut, attention en bas, attention dans l'arbre ». Et là, il alerte qui? Il alerte ses petits, il alerte les tout le monde. autres, il alerte tout le monde. Est-ce que les oiseaux d'espèces différentes s'entraident sur l'alerte? Les cris d'alarme sont en espéranto. D'accord. Il y a beaucoup de cris d'alarme qui font tac 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 tic 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 tac 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 tac. Ça veut dire attention, il y a un truc qui va pas. C'est de l'espéranto, ça. Ok. Et sinon, j'ai pas fini avec les patois. À quoi ça sert? Les dialectes. Eh bien, ça sert encore à la reproduction. La femelle qui cherche un partenaire, parce qu'elle sent qu'il faut qu'elle se reproduise, c'est le but de la vie en fait, c'est à ça qu'on reconnaît le vivant, elle va chercher un partenaire. C'est elle qui va décider du choix du partenaire. C'est vraiment elle qui forme le couple. Et elle va choisir son partenaire, en fonction du chant. Alors, il y a des espèces qui vont choisir un gars qui a l'accent du pays, parce que il faut être du pays, il se débrouillera mieux qu'un étranger, c'est mieux un gars du pays. Connaît mieux les coins, voilà, c'est mieux. Mais d'autres espèces vont faire exactement l'inverse, c'est-à-dire choisir exprès un mâle qui n'est pas du pays. Le pari du renouvellement. Pour éviter de s'accoupler avec son frère ou son cousin, tout simplement. Et c'est encore la survie des espèces qui est en jeu, là, parce que c'est vrai qu'éviter la consanguinité, c'est intéressant. Retour en studio avec Pierre Palanga et on a écouté, tiré du livre sonore Chant d'oiseaux dans la campagne. Qu'est-ce qu'on a écouté, Pierre? Là, c'était une grive musicienne. Magnifique. C'est formidable, la grive musicienne. Moi, au tout début, quand j'ai appris à reconnaître les oiseaux, elle me faisait penser à, c'est une image mentale, un supporter de football brésilien
armé d'un sifflet et qui scande des airs pour soutenir son équipe. Alors, en vrai, ça fait « tutui, 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 blablabla, tilu, 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 Philippe, 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 Philippe. » Et c'est tout. Alors, et voilà, moi, mon image mentale, c'était ça. Parce que c'est d'une énergie folle. Et puis, elle s'appelle Grive Musicienne. Il y a une raison à ça, quoi. Votre constat sur le terrain, Pierre, il est pas toujours souriant. Vous constatez que les oiseaux disparaissent. Oui, bah, c'est pas nouveau. Alors, c'est pas nouveau, mais on le perçoit de plus en plus. Mais, pas trop chez nous en Ardèche. On a de la chance, on n'a pas d'agriculture intensive. Je dis en Ardèche, l'Ardèche qu'on connaît des montagnes ici, des boutières. Bon, dans le sud, il y a de la viticulture, il y a des tas de trucs. Ou dans la vallée du Rhône, c'est beaucoup moins intéressant. Mais nous, on a de la chance chez nous qu'il n'y a que des pentes. Donc, il n'y a pas de grosse agriculture. Sinon, dès qu'il y a l'agriculture intensive et chimique, c'est terminé, puisque les insecticides ont fait beaucoup de progrès. Et ils sont tellement efficaces qu'il n'y a plus d'insectes. Or, les oiseaux se nourrissent d'insectes essentiellement. Même les granivores, comme le verdier, par exemple, qui mange des graines toute sa vie, les 15 premiers jours de la vie du petit verdier, c'est des petites chenilles, des petits vermisseaux, c'est de la protéine, quoi. Oui. Et s'il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas d'oiseaux. S'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'oiseaux. Donc dans les grandes plaines où il n'y a plus d'arbres, plus de haies, plus rien, il n'y a plus d'oiseaux. De toute façon, il n'y a pas d'insectes. J'ai un petit souvenir, tiens, ça rappellera aussi des choses aux gens qui sont pas nés en 2005. Moi, quand j'étais gamin, je parle des années 70, ouais, à peine, j'ai gagné mon argent de poche en nettoyant les radiateurs des voitures, qui étaient... le radiateur, c'est un truc pour refroidir le moteur, et c'est en nid d'abeille, d'ailleurs. Et c'était complètement... déjà, les pare-brises, il fallait les nettoyer régulièrement. Parce qu'on on cognait des bourdons, des toutes sortes de mouches. Les pare-brises, c'est pas pour rien qu'on les nettoyait aux stations d'essence. Ils étaient vraiment... Ça avait cartonné avec les insectes. Et il y avait tellement d'insectes qu'en roulant, ils remplissaient le nid d'abeilles du radiateur et le moteur se mettait à chauffer, le moteur risquait d'exploser. Et donc, moi, j'avais un petit tournevis, une petite brosse métallique, et c'était vital de faire ça. Et c'est fou ce qu'on cognait d'insectes en roulant. Aujourd'hui, on peut faire le tour de France, hein, on verra pas, il n'y aura rien. Moi, je suis dans un endroit qui est plutôt considéré comme préservé, je vois quasiment plus de libellules. Bon, la libellule, il faut de l'eau, il faut une mare. Moi, j'ai une mare à la maison. Mais il y en a plus. Beaucoup moins de papillons également. Ah oui, les papillons, bah, même en 3 ans, j'ai noté moins d'oiseaux. Les papillons, enfin, j'ai pas 100 ans, mais quand j'étais môme, il y avait vraiment toutes les couleurs, toutes les formes. Hein. Et toutes sortes d'insectes, et les vers luisants. Qui a vu des vers luisants dernièrement, ben, ça se fait de plus en plus rare. Enfin, la nature se meurt, on peut le dire comme ça. Hein. Vous me disiez, je vois plus du tout d'alouettes des champs. Oui, les chardonnerets ont diminué de moitié. Oui. Et en 20 ans, on est sur des diminutions de l'ordre de 50% pour un très grand nombre d'espèces. Oui. Le domino s'effondre. D'autres, notamment Aurélien Barraud, alertent sur cet effondrement du vivant. C'est plus une diminution, c'est un effondrement. La catastrophe est à l'œuvre. Vous le constatez sur le terrain ? Ah oui. Ah bah c'est sûr. Hein. On n'imagine pas le paysage sonore qu'ont connu nos grands-parents ou nos parents. Hein. Dans les années 50, tout était encore à peu près intact. Il n'y avait pas l'agriculture chimique, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui, qui nous semble normal et évident. Il n'y avait presque pas de bagnole. Enfin voilà, on était un petit Moyen-Âge encore en 1950. Hein. Et la nature était tout à fait belle et avec des milliers d'espèces. Aujourd'hui, il reste vraiment plus grand monde. Hein. À force, il va bien falloir qu'on change d'attitude face à tout ça. Hein. C'est vital pour nous, c'est vital. Est-ce que le studio des Trois Becs est militant sans en avoir l'air moi, je fais mon métier pas seulement pour m'amuser, pour faire des trucs plaisants. Je le fais pour réveiller les consciences aussi. Vous faites le pari de la pédagogie pour éveiller les consciences ? Bien sûr. Alors, mon idée, c'est que un pinson qui chante à côté. Mon idée, c'est qu'on ne peut protéger que ce qu'on connaît. Et donc, moi, j'œuvre à la connaissance de la nature. On ne peut pas protéger les oiseaux si on ne les connaît pas. Voilà. Alors que quand on commence à connaître, on commence à bien aimer, puis à se dire, ah bah oui, mais alors dis donc,
ça va pas, quoi. Mais sinon, si on ne connaît rien, on s'en fiche. Vous me disiez, on veut aider avec nos disques, on veut aider les enfants à devenir naturalistes, écologistes. C'est notre idée, mais tout en restant léger et pédagogue. Bah évidemment. C'est interdit d'emmerder le monde, hein. Y compris surtout les enfants. Donc il faut être un peu marrant, il faut être pédagogue, très didactique, mais très amusant. Sinon, c'est pas la peine. Ça passe pas. J'avais envie de parler un petit peu de vos autres passions, Pierre. Oui. Il y a 2-3 choses là qui vous occupent un petit peu dans la vie. Il y a la musique, vous nous en avez parlé. Il y a le chant, vous nous en avez parlé. Vous préparez aussi avec une équipe de bénévoles enthousiastes un chouette festival qui aura lieu le 28 août à Saint-Michel. Vous pouvez, qui est bien dans la même et belle ligne des choses, puisqu'il s'appelle La Belle Vie Festival de l'écologie en Centre-Ardèche. Vous pouvez nous en lever quelques... Je ne suis pas tout à fait dans l'équipe et dans les projets précis, mais oui, c'est une idée. On a voulu commencer l'année dernière. Il y a eu un petit à cause du Covid, dernier, c'était pas la peine finalement. Et on remet ça cette année sur une seule journée. Il y aura plein de choses, ça va être très sympa. Saint-Michel de Chabrianou, c'est un village où il se passe tout le temps plein de trucs intéressants. Donc ça ne m'étonne pas du tout. Là, il y aura Marie-Monique Robin, peut-être vous connaissez, c'est une cinéaste. Là, elle viendra parler de l'origine des pandémies. On est bien dans l'actu quand même. Et puis elle a fait des documentaires sur Monsanto, sur plein de trucs. C'est une cinéaste militante de l'environnement, de l'écologie. Et puis il y aura plein de choses. Alors là, vous ferez une causerie, Pierre. Ah oui, c'est vrai, je suis bavard. Rappelez-vous. Mais j'avais oublié. Et vous parlerez d'oiseaux. Ouais, mais j'aime bien parler d'oiseaux, oui. On se fait un petit dernier morceau, vraiment pour le plaisir. On se retrouve dans quelques minutes. Retour en studio dans Ardèche, etc., consacré à Pierre Palanga et Studio des Trois Becs, mais plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a écouté là, Pierre ? Une belle ambiance prise au bord d'un ruisseau. Si je me souviens bien, c'était vers Pranle. Mais bon, j'en ai tellement fait que des fois, je mélange les prises de son. Hein. Là, il y avait une maison charbonnière, tout le monde connaît ça. C'est gai, c'est rythmé, c'est sympa. Un petit serein. Ça me rappelle quand j'étais gamin, ma mère me disait, j'étais très bavard et très chanteur. Pas comme maintenant. Hélas, j'y suis resté. Mais je me souviens que j'entendais souvent Pierre, tu nous serines. Ah, oui. Et effectivement, maintenant, c'est vrai que je fais des conférences, au bout de 2h30, j'ai pas fini, quoi. J'imagine que ma question n'aura pas de réponse. Il y a 2-3 oiseaux qui vraiment ont une place particulière dans votre cœur. Ah oui, moi, il y a des oiseaux que je préfère quand même. Allez, dites-nous. Oh, j'aime bien le grand corbeau. Pour son chant ? Pas du tout. Pas du tout. Il chante pas, il fait rock, rock. Vraiment, c'est pas du tout un chanteur. Mais c'est un oiseau qui a pas beaucoup de soucis. Il n'a pas d'ennemi naturel. C'est le plus fort. Il n'a pas peur d'aller houspiller l'aigle royal. Ah oui. Pour vous dire. C'est un oiseau qui a un grand bec, qui vole très vite, très bien. Et il a quel gabarit ? La taille d'une bonne buse déjà, 1,20 m d'envergure, quelque chose comme ça. Et je l'aime bien parce qu'au moment des parades au printemps, dès le mois de février, on voit les mâles qui font les idiots en volant. Alors par exemple, ils volent sur le dos. Ah oui. Alors ça, c'est assez amusant. Et donc le mâle, il prépare son coup, il va épater la femelle en volant. C'est pour épater les femelles, oui, évidemment. Rien de nouveau sous le soleil. Et donc... alors il prépare son coup et il fait un drôle de cri, il fait cloung, cloung. Alors on regarde et on le voit qu'il vole sur le dos, alors le ventre en l'air quand même, il faut le faire. Ah, c'est épatant, et il se retourne, voilà, et il part en piqué mais à 120 à l'heure, et il se redresse, enfin, il fait des loopings, c'est vraiment il faut espérer que la femelle le regarde, parce que tout ça oui, pour rien, mais souvent, ils sont deux. Non, souvent ils sont deux, mais il lui tourne autour, il lui fonce dessus pour lui faire peur, etc. Et je trouve que c'est un oiseau, en plus c'est un oiseau parmi les plus intelligents, c'est la famille des corvidés. Là, c'est une famille vraiment de grosses têtes. Le grand corbeau, on sait qu'il sait compter. On s'est aperçu qu'il sait compter. Alors, on est sûr qu'il sait compter jusqu'à 9.
C'est pas mal déjà. Et encore un petit effort, et le système décimal, ça, voilà, il va inventer l'ordinateur. Mais, on espère que non. Et compter jusqu'à 9, faire la différence entre 9 et 7, par exemple. 9 personnes, un petit groupe de 9 ou un groupe de 7, lui, il sait très bien combien il y en a. Ouais, j'aime bien. Un autre ? Après, c'est les chanteurs. Les chanteurs, Après, c'est les chanteurs, parce que moi, c'est par le chant que je suis venu au chant des oiseaux, hein, par leur qualité, et puis par cette idée que c'est les oiseaux qui ont enseigné le chant aux humains. Ça me semble évident. Un autre, j'aime bien mes petits voisins, quoi. J'aime bien la fauvette à tête noire, parce qu'elle est gaie, elle est dynamique, elle a un chant très animé, elle raconte des trucs. Et vous n'avez jamais eu envie d'aller cueillir le chant d'oiseaux exotiques ou tropicaux aussi ? Oui, je l'ai fait quelques fois. Mais bon, nous, notre objectif au studio Les Trois Becs, ça a toujours été de vivre de notre activité. C'est pas pour rentrer dans les histoires de gros sous, mais si vous ramenez un disque qui s'appelle Les oiseaux de n'importe quel pays, du Sénégal, bah, vous allez en vendre 3 en France. D'accord. Voilà. Ok. Pourtant, j'ai fait un disque qui s'appelle Les oiseaux du Sénégal. Et effectivement, j'en ai vendu 3. Allez, Pierre, quelques mots pour conclure. Votre prochain projet aux Trois Becs, c'est quoi, au studio des Trois Becs ? On va se reposer un peu. Non, parce que là, pas qu'il n'y a rien dans les cartons. Si, il y a plein de trucs, mais moi j'ai plein de chansons à écrire déjà. Des chansons. Alors ça me change un peu. D'accord. Ça me change de l'ornitho. Et puis voilà, non, on a un bel objet là qui vient de paraître. Alors maintenant, il faut quand même s'occuper de le vendre un peu aussi. On redonne le titre, c'est Les 4 saisons des oiseaux, chants écrits au fil des mois. Un CD, un livret je vais y arriver, un livre et un CD de Pierre Palanga avec des illustrations magnifiques, donc au studio des Trois Becs. Où est-ce qu'on trouve tout le catalogue des... Le plus simple, c'est Internet aujourd'hui. Internet, on vous trouve aussi sur les foires bio. Ah oui, foire bio, salon bio, mais bon, je ne peux pas vous en donner toute la liste. On fait à peu près la tournée de toutes les foires et salons bio en France. C'est là qu'on trouve des clients. C'est là que sont les gens un peu écolos, qui s'intéressent à la nature. Et qui ont envie de savoir qui chante dans leur jardin. Parce que nous, on répond à une question très simple. Qui chante dans votre jardin ? Qui chante dans le jardin. Le but n'est pas de devenir un super ornitho qui connaît 150 chants d'oiseaux. On s'en fiche complètement de ça. Mais quand même, quand on habite comme on a la chance... ici d'habiter un beau pays, autour de votre maison, il y a une douzaine d'oiseaux. Guère plus. Allez, 15. Mais c'est pas grand-chose de connaître 12. Mais si on connaissait déjà ces 15-là, voilà. ça serait magnifique. Un contact pour les studios des Trois Becs, donc c'est Internet, c'est tout attaché, studiolestroisbecs.com. Le catalogue, les événements, l'actu, il y a un très beau site qui marche bien. Et donc on se donne rendez-vous sur les prochains stands. Oui. Et puis aux différents festivals. Bien sûr. Pierre, un très grand merci pour merci cette à vous. balade sonore au pays des oiseaux. Merci à vous. Merci, à très bientôt. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Ardèche, etc. À très bientôt.